Je vais continuer mon petit topo sur les différentes créatures qui peuplent notre imaginaire. Ah, cool. Et oui, Ah oui, oui. Et après avoir parlé des gnomes, il me semble que tu étais là, Tiffany, si Ouais, je me souviens bien, ouais, j'étais ou là. des trolls avec toi, Nico. Ouais. On va s'attaquer à un morceau un peu plus gros. Je vais pas vous dévoiler tout de suite qui c'est. Avant, vous allez vous diriger vers le Discord et il y a un extrait où il y a marqué extrait Marc. Ouais. Et vous allez cliquer dessus quand je vous le dirai. Vous êtes prêts ? Yes. C'est parti. Est-ce que maintenant on peut faire des chansons traditionnelles naines? Ouais. On va parler des nains. On va parler des nains. Alors, on a longtemps cru que les nains ne chantaient pas. Parce qu'en fait, ils ont que deux occupations, ils boivent ou alors ils creusent. Ouais. Mais on avait tort. En fait, nous, on est partis dans les mines en groupe et on a interrogé un nain, gentiment, hein. Et il nous a délivré une de leurs vieilles chansons qui s'appelle Mon ancêtre Gurdil. Pour toi, Nico, qui a réussi à entendre l'extrait, tu as peut-être reconnu ce que c'était ? Oui, bah c'est ton genre de Nullbuck, je sais plus comment il C'est s'appelle. Nullbuck, c'est ça, c'est le Null Band, et c'est un extrait du live de Mon ancêtre Gurdil, où comme ils le disent bien, on a longtemps cru que les nains ne chantaient pas, parce qu'ils ont que deux occupations, ils boivent ou alors ils creusent. Mais on avait tort. Et effectivement, c'est vrai, on avait tort. Moi, je suis là pour vous parler des nains. Qu'est-ce que c'est un nain ? Commençons peut-être par le commencement. D'où vient le mot nain ? Eh bien, sachez que l'origine du mot nain est sujette à beaucoup de controverses. En français moderne, comme dans de nombreuses autres langues, un même terme peut parfois désigner une personne réellement atteinte de nanisme. Bah oui, un nain, c'est une personne de petite taille, hein, comme Peter Dinklage par exemple, hein, pour ceux qui connaissent et qui ont regardé Game of Thrones. Ce Oui, qui peut merci. entraîner parfois des problèmes de compréhension. Forcément, si on attribue un terme qui existe pour des personnes qui existent réellement à des créatures fantastiques, il peut y avoir un souci. Mais il y a quand même un lien entre les deux. En fait, c'est chez les peuplades latines que le terme nain viendrait de nanus, lui-même forgé à partir du grec nanos, les fameuses nanoparticules ou ce genre de choses, hein, par exemple. Ça signifie tout simplement petit. L'idée qu'il s'agisse d'un être de petite taille est donc présente dès le départ dans l'étymologie latine. L'une des premières attestations du mot en français écrit est cependant plus tardive. Elle figure dans Érec et Énide par Chrétien de Troyes vers 1160, texte dans lequel il désigne une créature surnaturelle par le terme de nain, tout simplement. Donc c'est la première fois que le mot nain est désigné pour une créature du folklore. Dans l'espace anglo-saxon, germain, tout ça, on ne sait pas vraiment d'où vient le mot, mais il semblerait qu'il y ait une origine commune, parce que quand on regarde les différentes langues, en vieux norrois, un nain ça se dit dverg, en vieil anglais ça se dit dvorg, en anglais ça se dit dwarf, en vieux allemand ça se dit zwerk, et en allemand ça se dit zwerg. Voilà. Alors je prononce probablement super mal, je suis vraiment désolé pour ça. Mais du coup, il semblerait qu'il y ait quand même une étymologie commune. Selon l'historien Claude Lecouteau et le linguiste Régis Boyer, l'étymologie germanique du nain est à rapprocher du vieux norrois dverg, du coup, qui signifie tordu. Tordu au sens propre comme au figuré, le corps étant en fait le reflet de l'âme. Le nain serait ainsi petit, mais il serait aussi nuisible, ce qui correspond bien à sa figure dans le folklore germanique, on y reviendra tout à l'heure. C'est l'une des théories les plus approuvées dans le milieu scientifique. Le problème étant que le terme de nain est en fait en fonction des ouvrages attribué à peu près toutes les sauces. Ça tombe bien parce que on a déjà parlé des gnomes, des gobelins, des trolls et autres kobolds. Et bien sachez qu'ils sont également désignés comme étant des nains dans les mythologies germaniques, mais aussi parfois dans les mondes méditerranéens. Même chez les Scandinaves, Snorri Sturluson, l'un des auteurs scandinaves médiévaux les plus connus, va confondre les elfes noirs avec les nains. Les elfes noirs, c'est les elfes noirs. On y reviendra quand je ferai enfin ma chronique sur les elfes, mais elle va être un petit peu compliquée celle-là. En gros, comme les deux nains et elfes noirs ont une fonction de gardien des mondes souterrains et des trésors, parfois en fait les deux ils sont confondus, hein, tout simplement. Donc c'est le bordel. Voilà, faut juste retenir un petit peu ça. Là on a déjà fait le tour de l'étymologie et c'est déjà n'importe quoi, donc on va essayer quand même de voir un petit peu ce que c'est que tout ça. Des nains, est-ce qu'on en retrouve vraiment que en Europe ? Eh ben, pas forcément. En fait, les nains, on peut les retrouver dans de nombreuses régions du monde. Et ils ont très souvent, et c'est ça qui est intéressant, des caractéristiques communes, et ce depuis l'Antiquité. Les nains
On peut en trouver en Russie, en Norvège, en Inde, en Chine, au Japon. On le retrouve également parfois en Afrique, en Amérique, et la plupart du temps, ils sont liés à la naissance, à la mort, à la fertilité et surtout au travail des métaux. En fait, le nain mythologique a toujours une influence sur la perception sociale des personnes réelles atteintes de nanisme. L'analyse détaillée révélant une étroite relation avec les peurs humaines, notamment celles des humains différents, en fait, tout simplement. Donc, le lien, il est malheureusement pas hyper sympa à la base. C'est parce que on a peur des vrais nains et donc du coup, on invente des nains folkloriques, tout simplement. Voilà, donc on part sur une bonne ambiance aussi. Désolé. Les Amérindiens partagent la croyance aux nains avant leur évangélisation. Pour les Amérindiens, apparemment, la nature et le petit peuple seraient vus comme un présent de la création. Ils reflètent leur point de vue sur la nature essentiellement neutre, mais punissant, c'est vraiment toute forme d'irrespect. Apparemment, les Abénaquis, tu pourras peut-être me confirmer, Nico, c'est toi qui es le spécialiste de la cosmogonie amérindienne, ont un mythe selon lequel le nain Couloscap aurait créé le premier homme et la première femme. Je suis pas assez expert pour confirmer. On retrouve les nains aussi dans la mythologie égyptienne. Il existe 2 dieux dont les difformités rappellent le nanisme, Bès et Ptat-Patek, liés respectivement à la fécondité des femmes, mais aussi à l'artisanat. Chez les Grecs et les Romains, on a Héphaïstos et Vulcain, qui sont souvent représentés comme un être plutôt petit et difforme, et qui, comme par hasard, possède des liens avec la forge, mais il est aussi marié à la déesse Aphrodite. Voilà, donc le nain, il est quand même vachement lié à la forge, mais il est aussi lié pas mal à la sexualité, on y reviendra aussi tout à l'heure à ce niveau-là. Du coup, tu veux dire que Vulcain, c'est un nain ? Bah, Vulcain, il est un peu bossu, en tout cas, la difformité de la bosse partirait là-dedans. Ok. Et quand on regarde les représentations, c'est vrai qu'il est souvent un peu... Bah, il est censé être laid, quoi. Il représente la laideur de quelque chose, mais pourtant, il est marié à la plus belle des déesses, quoi. Bon, le nain, il a quand même surtout des origines germaniques, hein. Là, les origines égyptiennes ou romaines, effectivement, elles sont sujettes un peu à controverse, parce qu'effectivement, Héphaïstos, il n'est pas forcément atteint de nanisme, il est juste bossu et moche, hein, tout simplement. Eh oui, bah oui. Donc, on va repartir un petit peu dans ce folklore-là. En fait, dans le folklore germanique, le nain, il fait partie avec les fées et les géants des 3 grands types de personnages surnaturels qui sont présents au Moyen-Âge. La plupart des chercheurs pensent que les géants et les nains mythologiques ont une lointaine origine commune et voient dans le nain une dégénérescence du géant. Pierre Dubois, le fameux zelphicologue dont je vous parle à chaque chronique sur le folklore, s'appuie sur un texte poétique et suppose que cette diminution de taille du géant est une conséquence de la prédominance de l'homme sur son environnement. Je vais le citer maintenant, hein. Le nain a délibérément choisi de se tordre, de rapetisser jusqu'à disparaître afin de tromper le nouveau venu, l'homme. En clair, il est possible que symboliquement, les géants soient devenus des nains pour échapper aux persécutions des humains. Donc en gros, si les nains sont des nains, c'est parce que c'est des humains qui sont pas sympas avec les autres personnes. Dans de nombreux récits de croyances, entre autres la Geste des Danois qui a été écrit au début XIIIe par des moines anglo-saxons, les géants seraient les habitants primordiaux, les ennemis des dieux et ceux qui façonnent la terre. Les nains arrivent après eux et les hommes en dernier. Les humains seraient en fait une sorte de croisement entre géants et nains. Là, je vais vous relire un autre extrait de la grande encyclopédie des lutins de Pierre Dubois. Le nain serait donc un ancien géant, rival des dieux, malgré sa petitesse, il en a gardé toute la puissance, force et pouvoir surnaturel. On y reviendra aussi tout à l'heure. Claude Lecouteux, un médiéviste, suppose que les nains étaient originellement des esprits liés à la terre, lesquels ont revêtu une forme humanoïde dans la mythologie nordique. Cette hypothèse est invoquée concernant le lien fréquent entre les nains et la montagne. Un comportement ritualisé, forme de respect envers ce biotope, est révélé chez plusieurs sociétés. Le nain est considéré comme le gardien des secrets de la montagne et l'initiateur des humains. Les hommes doivent acquérir ces connaissances afin d'échapper à la violence de l'écosystème montagnard. Par exemple, un conte suisse parle d'un chasseur gravissant un sommet pour rencontrer un nain vénérable qui se sent trop à l'étroit dans ses bottes. Un lac se vide peu après, recouvrant la forêt et les alpages. Le nain a élargi ses bottes. Toujours en Suisse, près du lac de Thorn, un conte populaire parle d'un nain qui demande asile. Seuls les plus pauvres paysans d'un village lui ouvrent leurs portes et partagent leur repas avec lui. Le lendemain, il déclenche une avalanche qui détruit tout le village, sauf la hutte des paysans qui l'ont recueilli. Après quoi, il grandit, se change en géant et se dissipe dans l'air. Donc là, dans ces exemples de contes, on a vraiment tout, hein. C'est-à-dire que le nain, c'est clairement un esprit de la montagne. Si tu le respectes pas, il va te péter la gueule, hein, tout simplement. Voilà. Pour ça, je vous renvoie aussi à la chronique des effondrements de Jules pour montrer que la montagne, parfois, c'est pas génial. J'y pensais exactement. Voilà, ouais. tout simplement. Là, ça m'y a fait penser en le lisant, hein, tout simplement.
Oui, parce que je l'ai écrit il y a une semaine et je l'ai pas du tout relu, donc là je redécouvre ce que j'ai écrit la semaine dernière. Je suis désolé du coup. Un grand nombre de récits mythologiques et religieux sont relatifs à l'origine des nains. Le plus ancien texte est une série de poèmes qui aurait été écrits aux alentours de l'an 1000, que l'on appelle la Vulupsa. Alors je prononce probablement encore très très mal. Hein. Cet ouvrage y évoque 2 nains primordiaux, Motsognir et Durin, qui façonnent tous les autres nains avec de la terre. D'ailleurs, cette version aurait probablement inspiré Tolkien pour créer ses propres nains. Une autre version qui a été écrite par Snorri Sturluson dans son Gylfaginning, décrit la chose suivante: le géant primordial Ymir est tué puis démembré par Odin. Le monde étant créé à partir de son corps, les nains seraient en réalité des vers trouvés dans le cadavre du géant, auxquels des dieux donnent forme humaine et intelligence, mais qui, du fait de leur origine, continuent à vivre sous terre et dans les pierres. Ils seraient ainsi les premiers à assister à la création du monde, faisant d'eux les témoins de secrets fondamentaux sur la matière, d'où peut-être leur lien avec le feu de la forge et le fer extrait des entrailles de la terre. Je trouve que c'est la théorie la plus classe dans ce que je viens de lire. Ça fait un peu moins Adam et Ève que voilà les premiers nains qui se construisent tout ça. Elle est absolument pas prouvable et beaucoup d'historiens pensent en fait que Snorri Sturluson il a juste inventé tout ça. On peut le comprendre qu'il a inventé ça parce que c'est stylé. Voilà. C'est clair, c'est tout à son honneur. Hein, c'est tout à son honneur. Hein. Bien joué Snorri, franchement, c'était classe. C'est bien tenté. Bon voilà, ça y est, on a l'origine étymologique du nain, on a l'origine ethnique du nain, mais bon, ça ne nous dit pas vraiment ce que c'est qu'un nain. Est-ce qu'ils passent vraiment juste leur temps à boire et à creuser? On va y venir. Les nains sont d'apparence humaine, mais habitant d'un monde souterrain, grottes, forges, mines. Ils sont immensément riches grâce à leur connaissance du sous-sol. Bien souvent, ils remettent aux personnes qui les ont aidés un objet apparemment sans valeur qui se transforme plus tard en or. Mais leurs dons disparaissent si la source en est révélée. À partir du XVe siècle, les récits font état de nains dans des mines nommées moines de la mine. Ils sont ambivalents, prévenant les mineurs de danger ou au contraire provoquant sur eux des catastrophes. Un récit de 1679 est attaché à la famille de Ranzo, dont la grand-mère aurait aidé une femme à accoucher dans une montagne creuse après avoir suivi un nain, lequel lui a ensuite remis un morceau d'or à partager entre ses 4 enfants. Plutôt sympa. Ils exercent en fait leur pouvoir durant la nuit, se pétrifient à la lumière du soleil selon certains textes nordiques, et ne peuvent gagner la surface de la Terre que quelques jours par an, selon d'autres. Ils craignent le son des cloches, leur nature est multiple, quelques fois âmes en peine, d'autres fois ancêtres tutélaires, Ce sont d'excellents guerriers dont la force est grande, ils possèdent généralement des armes enchantées. Par exemple, dans la mythologie nordique, les nains créent Mjolnir, le marteau de Thor, ils créent également le bateau Njord, le sanglier Gulinbursit, Dropnir, l'anneau de Odin, Gleipnir, la laisse de Fenrir, le collier des Brinsgar à partir de matériaux qui n'existent même pas réellement. Cette force s'explique aussi par leur origine partagée avec les géants. En gros, elle leur permet de se venger de toute forme d'incivilité de la part des humains. Ils ont beau être petits, ils ont la force de géants. Il y a même des textes qui disent qu'en fait, les nains ils sont clairement capables de changer de taille s'ils en ont envie. Ils peuvent passer de nains à humains à géants en fait comme ils veulent. Ah ouais, ça va en fait. Ensuite, ouais, ça va en fait. C'est des créatures fantastiques, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, très clairement. D'ailleurs, un exemple qui me vient en tête, vous avez vu Infinity War? Non. Ouais. Non, le Marvel, dedans il y a un nain, je sais plus quel nain, qui est joué d'ailleurs par Peter Dinklage et qui en fait est un nain géant. Attends, il y a un nain géant dans Infinity War? Ouais. Ça n'a aucun sens. Exactement, c'est lui qui forge le nouveau marteau de Thor. Et en fait, quand j'avais vu le film, je m'étais dit, bon, ça a aucun sens, c'est clairement une sorte de vanne un peu chelou, on dit que c'est un nain et en fait il est géant. Mais en fait, en lisant ces trucs-là, ça a du sens parce que les nains peuvent être visiblement géants s'ils le souhaitent. Donc, pourquoi pas. Bah ouais, après, tu sais, dans toute la famille. Je suis pas sûr que les scénaristes aient spécialement réfléchi à ça. Je pense que si, tu vois, parce que si tu regardes vraiment les Thor, bon, en prenant le recul nécessaire, évidemment, mais tu vois, tous les persos, il y a un fond de vérité avec un vrai nom, avec quelque chose qui peut vraiment faire, enfin, en tout cas, qui était écrit des inspirations mythologiques. Ouais, voilà. Il y a quand même des inspirations, tu vois, donc je pense que ça n'a pas été fait au pif. Peut-être que ça n'a pas été fait au pif. Ouais. En tout cas, quoi qu'il en soit, même si ça a été fait au pif, ils retombent plutôt pas mal sur leurs pattes en fait. Donc voilà, ça y est, on a le physique du nain. Effectivement, ils vivent sous terre et ils peuvent souvent creuser. Donc du coup, la définition là qu'on a entendue tout à l'heure de Nullbuck, ils creusent. Bon, est-ce qu'ils boivent tant que ça? On va essayer de dresser du coup un portrait psychologique du nain. Est-ce que le nain picole vraiment tout le temps? En fait, la psyché du nain est très variable et a évolué suivant les époques.
Les nains, ils ont été exploités, trompés, méprisés par les dieux nordiques. Les nains de la mythologie germano-scandinave se vengent en se montrant cupides et malicieux tout en agissant que dans leur propre intérêt, de maîtres forgerons et de magiciens pour obtenir des femmes, du pouvoir et de l'or. Ceux des croyances germaniques médiévales sont foncièrement négatifs et n'inspirent que la crainte. Ils n'hésitent pas à s'attaquer aux hommes, à leur bétail, et ils découleraient directement de l'influence du christianisme, encore une fois. Donc en fait c'est comme d'habitude, maintenant vous avez compris, on a une créature qui est ni bonne ni mauvaise, qui est juste une représentante de la nature, tout simplement. Le christianisme arrive, prend la place, et du coup la créature qui est ni bonne ni mauvaise devient tout simplement juste mauvaise. Voilà. Ça c'est marrant, c'est Disney en fait. Mais... c'est ça en fait. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de ça, il y a plus de gris, il y a plus que du blanc et du noir quoi en fait. C'est ça, exactement. Alors, les nains, ils apparaissent aussi dans... Pardon. Je t'en prie. Les nains, ils apparaissent aussi dans le cycle arthurien. Et en fait, ils sont certes pas forcément chevaleresques, mais ils ont des instants de bravoure. Dans le Tristan de Thomas d'Angleterre, l'une des créatures naines est responsable de la mort de Caerdine et de l'empoisonnement mortel de Tristan. Ils sont certes belliqueux, misogynes, peu courtois. Le seul moyen de les discipliner est de les vaincre en combat singulier. Si vous y arrivez, le nain se révèle alors un loyal allié, exécutant sans discuter tous les ordres de son maître, dont il copie l'attitude. Il est autant attaché à ce dernier qu'il peut se montrer insolent envers ses adversaires, à condition que son maître soit courageux et jamais ne se rende. Donc en gros, c'est des mecs qui aiment la baston et qui vont respecter les gens qui sont capables de les battre. C'est Gimli un peu. C'est clairement, là on commence à s'y rapprocher, d'ailleurs cycle arthurien, Angleterre, ouais. Tolkien, Gimli, on commence un peu à trouver des traces de tout ça. Je sais pas si c'est vrai, peut-être que je rush un peu ce que tu voulais dire. Non, vas-y. Mais dans Tolkien, a priori, il est pas du tout comme ça. Gimli c'est bien le nain roux là. Gimli c'est le seul nain que tu vois dans le Seigneur. Ouais voilà c'est ça, et lui je crois, je sais pas si c'est vrai, mais parce que je les ai pas lus en entier, je suis pas arrivée, mais... mais dans le Seigneur des Anneaux, apparemment, il est vachement plus classe, quoi. Enfin, plus distingué, tu vois. Il est moins bourrin, teubé que dans les films. Et son caractère est un peu forcé, je crois, dans les films. Mais de base, je me souviens moins du Seigneur des Anneaux que Bilbo. Dans Bilbo, les nains, il y a clairement des nains qui sont braves et des nains qui sont... Enfin, ils sont tous braves, mais il y a clairement des nains qui sont classe et des nains qui sont alcooliques. Ouais, parce que t'as genre le chef qui est un aristo quoi limite, tu vois, genre dans Bilbo. Oui, mais qui est aussi qui est aussi le taurin, c'est le plus connard de tous dans chez les 13 nains. Oui. Alors qu'à l'inverse, Bombur, même s'il sert pas à grand chose, c'est le plus sympathique, alors que c'est lui qui mange tout le temps quoi. Donc t'as un peu t'as un peu de tout quoi. Mais c'est vrai qu'on a gardé la caricature du nain le nain un peu rustre. Le nain il est rustre, il creuse, il boit et il aime pas les autres quoi, tout simplement. Mais on retrouve un peu ça, le nain c'est un mec qui est vraiment très auto-centré, tout simplement. Oui, un peu égoïste, ouais, c'est vrai ça. C'est ça, exactement. En fait, il diffère pas du tout des autres créatures du petit peuple. C'est pas une créature manichéenne, c'est pas une créature qui est noire, c'est pas une créature qui est blanche, c'est une créature qui est grise, et si tu l'emmerdes, il va te péter la gueule, et si t'es sympa avec lui, il te filera peut-être des pièces d'or, ou pas. On verra, ou alors au moins il t'offrira peut-être une bière. D'ailleurs, à propos de ça, d'où vient l'alcool ? Pourquoi est-ce que le nain, il boirait forcément de l'alcool ? Eh bien, sachez qu'on retrouve ça dans la mythologie scandinave. En fait, les nains, ils auraient créé ce qui s'appelle l'hydromel poétique. Ouh. C'est une sorte d'alcool, de bière, d'hydromel, qui te donne des talents de poète. En fait, du coup, plus tu bois d'hydromel poétique, plus t'es bon en poésie. Il y en a certains qui devraient boire ça. C'est génial. Donc en fait, si les nains ils se bourrent la gueule, c'est tout simplement pour pouvoir devenir des poètes. Ouais. Peut-être avoir l'illusion d'être un poète, tout simplement. Trop bien. Voilà. On peut parler de la sexualité des nains aussi. Est-ce que vous avez envie ? Allez, tant qu'on y est. Vas-y, parle de la sexualité des nains. La mythologie scandinave ne mentionne pas de nains féminins, ni de sexualité, ni de reproduction chez ce peuple. Ce qui les distingue bien des elfes et des dieux, où il y a effectivement hommes et féminins et masculins. Comment font-ils alors pour avoir des enfants ? Facile, il suffit de faire de nouveaux nains depuis la terre pour remplacer les plus vieux. Eh oui. En fait, il y a une vision vraiment d'un peuple de mâles. C'est des hommes, et en fait, pour faire un autre nain, t'as juste à le façonner dans de la glaise, tout simplement. Il y a un petit côté presque orc dans Tolkien, tout simplement. Ouais. C'est une vision d'ailleurs que Tolkien garde, parce que si je ne m'abuse, je crois pas qu'il y ait de nains femmes à la base chez Tolkien. Mais toutefois, selon Pierre Dubois, donc l'elficologue, c'est pas parce que les nains n'ont pas de naines qu'ils n'ont pas de sexualité.
Parce qu'ils ont quand même un pénis du coup. Ouais. Alors, pour Pierre Dubois, le nain c'est un amant passionné, irascible et redoutable, et il s'intéresse énormément aux femmes humaines. C'est un thème qui revient très fréquemment avec les nains. Dans beaucoup de cultures, le nain représente pas mal la lubricité. Il peut se montrer très dangereux vis-à-vis de ça. Ça ne fait pas de lui la créature la plus sympathique de la Terre, parce que quand il se fait éconduire par quelqu'un, il cherchera toujours à se venger, en fait, simplement. Ah yes. Donc voilà, donc le nain est pas hyper sympa à ce niveau-là. En tout cas, dans certains... Je suis un peu déçu parce que c'est toujours très hétéro-centré comme vision. Ouais, j'avoue, moi aussi, je m'attendais à ce que clairement. tu dises, Après, j'ai envie de dire, c'est des gens du Moyen-Âge qui ont écrit tout ça, hein, donc bon. Ouais. Ils allaient pas en faire des homosexuels ou des pansexuels. Hein, Alors du coup, que reste-t-il du nain d'autrefois ? Eh bien, grâce à Tolkien, il reste pas mal de choses en fait. Le nain, c'est toujours un habile mineur, un habile forgeron, un guerrier puissant, invincible. C'est une créature qui est ni bonne ni mauvaise. Il suffit de lire le Seigneur des Anneaux pour se rendre compte que les nains, ils viennent pas aider les humains quand même. Hein, ils restent dans leur coin pour faire leur bataille dans leur coin. Il est très auto-centré, mais il aidera quand même s'il voit une bonne occasion. Le nain possède également des caractéristiques d'inventeur qu'il a gardé des mythes scandinaves. Et oui, souvenez-vous, chez les Scandinaves, les nains vont fabriquer des objets pour les dieux, pour d'autres personnes. Sauf que de nos jours, quand on regarde un petit peu ce qui se fait dans les mondes d'Heroic Fantasy, le nain crée toujours des objets, c'est toujours un forgeron, mais il crée de la technologie. Je sais pas si vous en êtes rendu compte, c'est presque devenu une constante en Heroic Fantasy, le nain est constamment en avance sur son temps. Il suffit de regarder Warcraft, Warhammer, déjà rien que ces deux-là. Le nain, il est capable de créer des armes à feu, allant du simple pistolet à la mitrailleuse en passant par des tanks. Le nain, c'est un peu la créature steampunk par excellence dans l'Heroic Fantasy actuelle. Je joue à Vermintide beaucoup en ce moment, ils ont sorti un nouveau nain qui s'appelle l'ingénieur et qui a clairement un Mauser C95 dans une main et une Gatling dans l'autre qui marche à la vapeur. Donc en fait, cet aspect-là d'inventeur est toujours présent, c'est juste qu'on a retiré la magie et qu'on a fait juste de la technologie en fait, tout simplement. Mais en même temps, la magie, c'est quoi ? Est-ce que ce serait pas tout simplement de la science qu'on ne comprend pas encore ? Peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Ah oui, quoi qu'il arrive, le nain, il boit toujours de la bière, même encore à l'heure actuelle. C'était super intéressant, c'est cool. Même, J'avais lu un truc sur les nains, alors je crois que c'était une anecdote, mais si ça se trouve je vais me mélanger un petit peu. Je crois que c'était au XVIIe siècle, au XVIIe siècle, il y avait en fait on pensait qu'il y avait des nains qui étaient, je crois, à la frontière entre l'Allemagne et l'Italie environ, au niveau des Alpes. Et les gens entendaient des bruits et du coup ils pensaient que c'était des nains. Et en fait c'était peut-être des mineurs venus du pays voisin qui minaient un peu en secret illégalement. Et du coup il y avait des rumeurs de nains qui se fondaient un petit peu dans cette zone-là. C'est marrant ça comme anecdote. Ouais, c'est clair. Ouais, comme quoi le nain il est vraiment toujours lié à la mine. Ça c'est une constante universelle. Et pour les non-femmes nains, c'est pas dans Tolkien qui dit que... Non, c'était dans le film, du coup, qui dit que... C'est dans le film, dans la version longue, il dit qu'il y a des femmes naines, t'en vois aussi dans le Hobbit. Ouais, qui sont barbues. Pour ça, il faudrait demander à la caution tolkienienne de cette émission, mais il y a un hors-série spécial Seigneur des Anneaux qui est en préparation depuis 2 mois et qui a pas bougé depuis 2 mois. Donc, je ne sais pas s'il sortira un jour, mais faudrait que je demande à Raphaël ou à Benjamin si effectivement, parce que j'ai vu qu'apparemment Tolkien à la base il avait pas fait de femmes naines, donc je sais pas s'il a gardé ça et que c'est pour ça que le film dit qu'il y a des femmes naines ou si c'est juste une invention du film pour rajouter une blague sur Gimli. À un moment donné, c'est vrai que Gimli est souvent tourné un peu en dérision quand même dans les films, même s'il a ses moments de bravoure à lui. Notamment au Gouffre de Helm, c'est lui qui gagne le concours du meurtre d'orque. On oublie souvent, mais... Ce détail. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.